Bonjour, dans l'heure politique, nous revenons sur les municipales 2020. Ils étaient candidats, heureux ou malheureux dans leur commune. Nous allons essayer avec eux de comprendre ce qui s'est passé dans les coulisses de leur campagne. Aujourd'hui, nous recevons Soula Saïd Soufou. Il était candidat à Sada. Soula, bonjour. Bonjour. On s'est vu la dernière fois sur le plateau de Kouézi pendant le débat de l'entre-deux tours pour la commune de Sada. Le second tour a eu lieu. Ça ne s'est pas forcément bien terminé pour votre liste. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Merci pour cette nouvelle invitation. C'est un grand bonheur de reparler de cela en ayant en mémoire le moment exquis que nous avions passé sur le front de mer de Sada. C'est vrai. J'en garde un très bon souvenir. Je vais très bien. Tant Il mieux. y a des gens qui pensaient que j'irais plus mal que maintenant. Je vais vous faire une confidence. On a voté dimanche 28 et lundi 29, j'étais en train de prendre un café à la place de la boulangerie de Sada. Beaucoup de gens surpris sont venus me voir. Mais tu n'es pas en train de te reposer? Qu'est-ce que tu fais là dès 7 heures du matin? J'ai dit, la vie continue. On a un groupe de 5 élus dont j'ai le grand bonheur de présider et on est immédiatement au combat. Parce que quand on va dans une élection, on se prépare pour la victoire et pour la défaite. Donc nous, on s'était préparé pour les deux. Et donc on s'est levé le lendemain avec la conviction que nous avions reçu un mandat. C'était celui d'aller, non pas de s'opposer pour s'opposer, mais d'être force de proposition dans la municipalité. Et d'ailleurs, je crois qu'au niveau de l'Interco, vous avez pu, avec cette philosophie, obtenir des responsabilités. Absolument. La philosophie qui préside à l'intercommunalité, c'est la coopération entre les élus. Il y a un sens à avoir une opposition dans une municipalité. Mais dans une intercommunalité, on parle de développement et d'autres enjeux qui dépassent les enjeux du quartier. Et donc là, effectivement, Par exemple, nous avons dépassé les enjeux purement locaux pour pouvoir nous intéresser à des projets tels que l'aménagement du territoire. Vous savez que le SAR, par exemple, le schéma d'aménagement régional, ambitionne de faire du centre-ouest, le territoire de notre intercommunalité, un pôle de développement. Donc c'est suffisamment important pour que nous puissions trouver des terrains d'entente, pour que nous ayons dans le centre-ouest un nouveau pôle d'équilibre. Et c'est ça l'ambition qui nous a poussés à dépasser les clivages politiques pour que nous puissions ensemble, au-delà des partis, des sensibilités, nous mettre derrière un projet, pas forcément un homme. Je salue le président Saïd Marifa, en qui j'ai beaucoup d'estime. maire de M'Tsangamouji. Maire de M'Tsangamouji, mais il nous a présenté un projet, une vision, et c'est cela qui nous rassemble et qui nous unit. Mais est-ce que ce positionnement, cette philosophie politique, cette stratégie, est-ce qu'elle peut être bien comprise par les électeurs de Sada, qui quelquefois sont modestes? Comment on fait la part des choses entre opposition et majorité? Moi, j'étais très clair dans le débat pour les municipales. Et on m'en a tenu rigueur dans les débats. J'ai expliqué que le bulletin qu'on mettait dans l'urne au mois de juin faisait 2 élections, celui de la municipalité et de l'intercommunalité. Et beaucoup de mes opposants ont tenté de créer un brouillard autour de cela pour éviter le débat intercommunal. Je l'ai imposé pour 2 raisons. L'électeur n'est pas suffisamment informé, avisé sur ce genre de sensibilité, Oui. L'interco. Pour l'électeur, tout ça, ce sont les maires, ce sont des élus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que le travail soit fait. Donc nous, notre positionnement est très simple. Nous avons eu un mandat à Sada et nous avons eu un mandat dans l'intercommunalité. Donc nous faisons la différence et nous le disons aux électeurs entre les enjeux qui relèvent
du mandat local, du quartier et ce qui peut relever de notre intercommunalité. Là, ce sont des choses qui demandent, pour l'intérêt de notre commune, que nous puissions être constructifs. Et c'est cela qui fait la différence entre ce que vous pouvez avoir au niveau municipal, où on est, disons, chez nous. Voilà, donc quand on est chez soi, on peut se permettre quelques engueulades. Voilà. Mais quand on sort de notre commune, là, ce sont d'autres dimensions qui entrent en jeu et la différence chez nous est très claire. Donc j'en déduis que la politique ne s'arrête pas pour Soula Saïd Soufou à Sada. Du tout. Voilà, ça ne fait que commencer. C'était votre première campagne. C'était ma première campagne. Mais ça ne peut pas s'arrêter parce que, au sortir des municipales, les électeurs nous ont dit ne baissez pas les bras. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Vous avez été battus, mais pas humiliés. Vous avez été battus de 200 voix, pas 2000. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel extrêmement fort derrière. Donc le message était très clair. Ils nous ont demandé de structurer notre mouvement, ce que nous avons fait. Et ils m'ont proposé le 16 août dernier de me porter candidat à la présidence du mouvement et ils m'ont élu avec un seul message, battez-vous pour Sada. Ne laissez pas la majorité faire ce qu'elle veut. Soyez là pour l'aiguiller, faire des propositions et venez nous rendre compte. Et j'ai d'ailleurs, dans une vidéo il y a quelques jours, commencé à rendre compte. Car c'est cela le contrat moral qu'on doit avoir avec l'électeur. Mais ça bouscule quand même beaucoup les lignes politiques traditionnelles. C'est vrai. Comment les habitants de Sada et vous-même dans la durée, vous allez tenir le rythme? Beaucoup ont été très surpris. Ah oui. Quand nous avons posté la vidéo, ils ont dit c'est une première. On n'a jamais vu dans la municipalité des élus venir nous rendre compte publiquement. Alors continuez, parce que vous venez de nous surprendre agréablement. Mais en prenant un peu de distance sur la campagne de Sada et en regardant ce qui s'est passé de manière générale sur le territoire, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'élus qui est arrivée, qui pousse un peu l'autre, la plus ancienne, vers d'autres activités et qui va profondément changer Mayotte? Moi, j'ai toujours estimé qu'après la départementalisation et la rupéisation de 2014, il fallait un nouveau projet pour Mayotte. Moi, dans ma campagne pour les municipales, j'ai tenu un message très clair à l'adresse de nos aînés, des élus qui ont mené le combat départemental. J'ai dit, c'est très bien, et il faut que vous restiez force de conseil sur le territoire. Car moi, je ne suis pas de ceux qui opposent les aînés et les jeunes. Je pense que c'est un très mauvais débat. Il faut être constructif pour pouvoir savoir à quel moment on passe le témoin pour un nouveau combat. Parce que ceux qui ont mené la campagne pour la départementalisation étaient jeunes à un moment. Bien sûr. Donc ils ont pris des responsabilités à un moment parce qu'on leur a donné le témoin. Donc il faut à un moment donné, dans la vie politique, dans une île, dans les responsabilités, savoir passer le témoin. Mais là, vous les violez un peu, là. Vous allez le chercher, le témoin, plus qu'il vous le donne. Ah, mais la vie politique est comme cela, Anne. Vous savez, moi, j'ai voulu, dans mon comité, avoir beaucoup d'aînés. Parce que la jeunesse n'est pas un diplôme. La jeunesse n'est pas un diplôme. On a de la vigueur, c'est bien, mais quelquefois, il nous manque de l'expérience. Et donc, il ne faut pas non plus cracher sur les aînés et les pousser parce que leur temps est fini. Non, il faut construire avec ceux qui ont l'expérience pour que le territoire puisse avoir la vigueur nécessaire pour aller au charbon, mais avoir la tempérance des aînés pour pouvoir rester droit et savoir ce que l'on sert. Ce n'est pas les indemnités, on sert Mayotte. Et ce message-là, quelquefois, on l'oublie. Et on a besoin de gens parfois d'expérience pour nous le rappeler. Et moi, je ne refuse pas ce genre d'alerte. Mais on peut dire que vous vivez votre mandat à fond, en fait. À fond, parce qu'on l'a voulu, on avait un projet qui a été construit derrière et on le défend. Nous, on n'est pas passifs
dans la municipalité. À tel point que quelquefois, les collègues de la majorité disent qu'on chipote. J'ai dit on ne chipote pas. On est ici pour faire notre travail. C'est un travail d'alerte. On n'est pas ici pour applaudir. Vous faites, nous contrôlons et nous faisons des contre-propositions. C'est notre travail. On n'est pas là pour bloquer et bien au contraire, quand vous aurez des projets qui entrent dans l'intérêt de notre commune et des habitants, on va vous appuyer. Mais n'attendez pas de nous qu'on vienne là statique à regarder le temps faire. Vous êtes trompé sur le genre d'opposition que nous sommes. Mais alors, est-ce que votre famille, finalement, vous a bien récupéré après la campagne? Parce que vous me semblez hyper actif, reparti sur d'autres combats. Finalement, vous avez votre raison. épouse et vos enfants vous ont-ils récupéré? Vous avez raison, ils m'ont récupéré. Et c'est un grand bonheur à la maison. Le matin, on a plus de temps. Le soir, on a plus de temps pour le bain, pour le biberon. On arrive à mieux retrouver. Une campagne municipale, c'est intense, c'est exigeant. Et il est vrai que pendant 1 an ou 2 qu'a duré la campagne, je n'étais pas très présent, donc je m'occupais du service du matin, comme je vous le disais. Oui. Mais maintenant, je peux participer au service du soir, voilà aussi. Et c'est un grand bonheur pour tout le monde. Alors, vous êtes un homme politique, vous êtes un papa, un mari, mais vous êtes aussi un professionnel. On vous a laissé en juin comme une personnalité, enfin un fonctionnaire qui servait, j'aime beaucoup ce terme que vous avez employé, qui servait Ahmed Darwishi donc à Aqua. Il a été battu, malheureusement pour lui et pour son équipe. Et vous, alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours à Aqua? Je cesse mes fonctions aujourd'hui. Ah. La commune d'Aqua. J'ai eu un très grand bonheur à servir Ahmed Darwishi. Pendant 4 ans? Pendant 4 ans, un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que j'avais rarement vu une équipe qui avait autant d'ambition et autant de disponibilité. C'est cela que j'ai beaucoup aimé, parce que nous le voyons même dans l'actualité, l'absence d'un certain nombre d'élus dans leurs responsabilités. Et c'était une équipe qui était disponible et responsable. Et j'ai eu beaucoup de bonheur à les servir. Donc j'avais un contrat moral avec eux qui s'est achevé au lendemain des élections. Donc j'ai tenu à accompagner le nouveau maire dans son installation. Donc le travail est fait, ils sont installés. On a voté le budget, on a mis en place les commissions, élu les présidents de commission. Donc nous avons une administration qui est prête à fonctionner, clé en main. Et notre contrat se termine là. Parce que je suis un fonctionnaire du département et je ne vous cache pas que ça fait un moment que le département a réclamé mon retour dans les services actifs. Mais j'avais un engagement et un contrat moral avec une personne. Et de tout temps, j'ai été un homme de parole et je continuerai à l'être. Donc j'avais demandé au département de me laisser terminer l'engagement que j'avais pris. Ils ont bien voulu le faire. Maintenant que cet engagement est terminé, je retrouve... Rentrez à la maison. Je rentre à la maison. Et vous y faites quoi à la maison, justement? Je vais m'occuper de l'éducation au Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Une belle institution qui n'a pas été sous les feux des projecteurs à tort. Parce que les questions d'éducation, nous le voyons à l'heure actuelle, avec l'actualité, que ce sont des questions centrales. Et je pense qu'il faut revigorer cette institution. Je sais que le président Vita, avec le nouveau directeur qui a été nommé, sont des personnes engagées. Et j'ai à cœur d'aller les accompagner dans cette mission pour que la question de l'éducation revienne au cœur du débat. Comment, en tant comme politique et fonctionnaire, vous regardez la question de l'éducation? Vous avez fait la rentrée à Sada, donc vous savez que tous les enfants n'ont pas trouvé une place à l'école. C'est le cas dans toutes les communes de Mayotte, ce n'est pas une question de mauvaise gestion. Quel regard, en tant que Mahorais et comme politique, vous portez sur cette problématique d'éducation d'enfants dans les rues qui n'ont pas de place à l'école? Je suis, chère Anne, très attaché aux valeurs de la République. Et la République nous dit qu'on doit scolariser l'ensemble des jeunes présents sur le territoire. C'est une belle ambition qu'a la République et c'est son honneur.
Maintenant, dans un territoire exigu comme Mayotte, comment est-ce qu'on arrive à donner corps à cette ambition? C'est ça toute la question. Oui. Parce que moi j'entends la polémique stérile qui revient souvent, on scolarise les jeunes d'origine française et les autres, c'est pas notre affaire, retourner aux Comores. Je pense que ce n'est pas l'honneur de la République que d'approcher cette question comme ça. Je pense que l'État et les collectivités qui ont la responsabilité de cette question majeure, essentielle, le ciment de notre République, les deux parties, avec le Conseil de la culture et de l'éducation, doivent reprendre l'interrogation majeure, qui est celle-ci. Jusqu'où on va construire des classes? Est-ce qu'on va y aller jusqu'au Mont Chungi? Parce que chaque jour naît une classe. C'est ça. Et c'est une honte pour la République de ne pas pouvoir scolariser ses enfants. Donc jusqu'où, matériellement, on va pouvoir aller? C'est ça la question. Ce n'est pas de refuser ou d'accepter les jeunes. On doit scolariser nos jeunes. Mais c'est ça la réflexion. Et des résultats de cette réflexion naîtra la vraie politique publique de l'éducation que nous devons construire ensemble ici, en dehors de toute polémique stérile. Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, vous me parliez de soutenabilité de certaines politiques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire très concrètement, s'agissant de l'éducation, par exemple, qu'est-ce qu'on programme comme salle de classe et dans quel délai? Le SAR réfléchit jusqu'en 2050. Est-ce qu'on a de la place et des moyens pour construire une salle de classe par jour jusqu'en 2050? C'est les moyens financiers. Est-ce qu'on a le foncier pour construire une salle de classe par jour jusqu'en 2050? Le commun des mortels serait censé de dire non. Alors si nous pensons tous que ça n'est pas soutenable de construire une salle de classe par jour, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Et donc moi je pense que cette politique ne peut pas être soutenable si on doit par jour construire une salle de classe. Ça n'est pas soutenable pour le territoire. Donc ça veut dire qu'on doit ensemble, parce que ça n'est pas une seule personne qui doit, sous sa dictée, nous faire cette politique publique. Les Mahorais doivent s'y mettre, les syndicats doivent y participer, le corps enseignant a son mot à dire, les parents d'élèves, l'éducation nationale, et c'est cela ce qui doit être fait, parce qu'à ce rythme-là, on va arriver à des situations critiques qui vont ensanglanter notre territoire et on ne peut pas envisager de telles perspectives. Et puisqu'on ne peut pas les envisager, c'est maintenant qu'on doit faire les assises de l'éducation. Si je comprends bien, Mayotte a une nouvelle personnalité politique qui vient de prendre pied dans le débat public. En tout cas, on n'est pas parti pour s'endormir. Alors je vous dis à très bientôt sous la Saïd Soufou. À très bientôt.